Ok, bon, bah alors, donc le programme Geek et Boss continue ici, aujourd'hui. Je vais maintenant introduire donc, Joseph Glorieux et Hervé Vaujour, qui vont vous parler des pratiques Web 2.0 dans le cadre du décisionnel, pendant une petite vingtaine de minutes. Ça va faire revenir les gens, je pense. Alors, comment va mon très cher DSI? Bah écoute, moi je vais bien, pas de problème. Et toi, cher utilisateur, je te sens un peu stressé là. Ah, moi, ça va pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Je viens de recevoir le chiffrage de ton équipe. Je rajoute une colonne dans mon univers BO. Juste une colonne. 2 mois et demi. Je suis obligé d'attendre la release 3.5. Je me prends 6 mois dans la vie. On peut pas continuer comme ça. C'est n'importe quoi. Bah, écoute, c'est normal, le SI c'est quelque chose de compliqué, c'est difficile, c'est pas malléable. Non, je m'en moque. La marmotte qui plie papier, patati patata, on s'en fout, quoi. Ce que je te demande simplement, c'est 6 mois. On attend 6 mois, tu respectes la date. Ce serait bien la première fois. Oh, oh, là tu t'arrêtes, tu vas trop loin. Nettoie un petit peu devant ta porte avant de commencer à m'énerver. Je te fais remarquer que si pour une fois, tu me livrais un besoin clair et intelligible, ça changerait. Attends. Mais t'as qu'un seul mot, Non. à la bouche. À chaque fois que je te demande d'exprimer ton besoin, tu me dis « je veux tout ». Je peux pas entendre ça, t'en profites, il y a des gens, c'est pas ça là. Quand on commence le projet, tu me demandes quoi? Tes mots, c'est « soyez exhaustif, allez, donnez-moi tout ce que vous avez besoin, on a un slot, allez-y ». Je réunis mes équipes, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent bah, « nous, on a une vision un petit peu parcellaire, faut qu'on avance, on sait pas exactement où on va aller. » Ah, j'arrête, tu sais pas ce que tu veux, tu viens de le dire. Non, ok, on arrête, ça m'énerve. J'avais un dernier point à voir avec toi. On est en train de clôturer le chiffre d'affaires de ce mois-ci. On a 3 univers différents, 3 datamarts, 3 rapports, 3 résultats différents. Je fais comment? Dis-moi. Dans 2 jours, je dois rendre le rapport. Bah écoute... Non, dis-le moi. Écoute, là j'ai un meeting, on se rappelle la semaine prochaine, ok? Allez, salut! Alors après cette brève introduction, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout d'abord d'introduire le sujet en venant sur l'état de l'art de la business intelligence en 2010. Alors quel est-il? Alors, pour, je dirais, certains béotiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un ensemble d'informations dans le système d'information opérationnelle qu'on va collecter et qu'on va ramener dans le système d'information décisionnelle. Donc ça passe par une étape de collecte, d'intégration, de consolidation et de chargement de ces données au sein d'un data warehouse, au sein d'un ODS, d'un infocentre, enfin quelle que soit l'architecture. Donc on a une première phase qui est ce système de collecte et d'intégration. Une fois qu'on a terminé, on passe sur une deuxième phase où on va repartir du data warehouse pour refournir ces informations aux utilisateurs. Et donc là, on va les pré-mâcher. On va avoir tout un travail de conception pour répondre à des besoins identifiés auprès des utilisateurs. Donc on va alimenter des data marts, on va mettre un ensemble de rapports sur ces data marts. Et donc là, on est sur le système de diffusion et de présentation. Cette architecture, elle a plus de 10 ans aujourd'hui. Donc on peut dire qu'il y a une certaine maturité. On est même à un premier niveau de maturité. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez stable. Je dirais même que c'est une architecture qui a eu ses heures de noblesse, au sens où elle a offert au système d'information opérationnelle un ensemble de bonnes pratiques, un ensemble de patterns qui étaient intéressants. Donc, je parle des ETL, je parle de tout ce qui est data quality, je parle aussi de tout ce qui est référentiel de données. Tout ça, c'est des choses qui n'existaient, qui sont un peu nées, qui ont été expérimentées au sein du système d'information décisionnelle et qui aujourd'hui sont projetées dans le système d'information opérationnelle. Donc voilà, il y a des petites victoires. Après, aujourd'hui, dire que les utilisateurs sont satisfaits, qu'on a une pleine satisfaction des utilisateurs de ce type de système, ce serait franchement mentir. Qui peut, je ne connais pas grand monde qui peut vraiment revendiquer ce titre-là. Donc, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? C'est d'essayer de comprendre les causes de cette insatisfaction. Donc, c'est de creuser sur la cause, essayer de comprendre. Ça, c'est le premier volet. Une fois qu'on aura bien identifié la cause, ce que je vous propose, c'est des petites améliorations, voire des changements de paradigme. Enfin, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Donc si on en revient sur les causes, alors je me suis dit, bon, on fait une conférence sur le décisionnel, ce serait quand même dommage de ne pas utiliser les outils à disposition. Donc hop, on va utiliser des petits algorithmes de text mining. Alors l'objet, ça a été quoi? Ça a été de prendre en source de données un ensemble d'interviews, un ensemble, je dirais, de retours d'expérience. On a aussi, je dirais, pris la scénette d'introduction en tant que source de données, et on a fait tourner la moulinette pour obtenir quelles sont les causes. Donc il y en a plein. Je dirais que c'est même un puissant fin. Cependant, il y a 3 causes principales que le système a ressorties. Ces causes, c'est quoi? La première, c'est besoin non maîtrisé. Donc là, on est sur le bouclier qui est brandi par la DSI en disant, voilà, dès qu'il y a un projet qui dérape, dès qu'il y a un projet qui est non maîtrisé,
c'est de la faute de la maîtrise d'ouvrage, c'est de la faute du métier, il ne connaissait pas son besoin. J'ai fait ce que j'ai pu. Le pendant à tout ça, c'est le manque de flexibilité. Donc là, c'est la MOA qui dit « Oh, levée de bouclier maintenant, la DSI, c'est pas flexible, l'organisation, les process, l'architecture, et je ne parle même pas des outils. Manque de flexibilité. » Et là où tout le monde se rejoint, c'est sur cette notion de qualité, sur l'indicateur qui est faux. Là, il y a une vraie douleur. Cette douleur, elle est partagée. Personne n'a encore réussi à endosser le rôle de responsable, mais on sent qu'il y a une vraie douleur. Donc voilà, ce que je vous propose, ce n'est pas de traiter l'ensemble des causes aujourd'hui, c'est de se focaliser sur ces trois-là. Et pour se focaliser dessus, je vous propose de revenir plus concrètement sur la scénette d'introduction. Donc on va repartir sur ce modèle en disant, bah voilà, j'ai 2 mois et demi pour ajouter une colonne, il faut que je comprenne pourquoi. 2 mois et demi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors pour faire cette analyse, ce que je te propose, c'est que, bon, on va nettoyer chacun de notre précaré. Hein. Donc on va commencer par toi. Qu'est-ce qui a déconné à ton niveau? Alors je pense que rien n'a déconné déjà à mon niveau, je trouve que ta question est très orientée. Initialement, mon besoin, c'était de rajouter une colonne, unité d'appartenance, pour le chiffre d'affaires. Je suis venu te voir. Qu'est-ce que tu m'as dit? Sois exhaustif. Qu'est-ce que je fais? Je réunis mes utilisateurs. On travaille un petit peu ensemble. On a de nouveaux besoins qui apparaissent, qui sont ramener l'entité juridique et également l'entité commerciale. En parallèle, j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui gracieusement viennent me présenter leurs outils. Bon, allez, on regarde ça. Et il y a des fonctionnalités qui nous ont un petit peu intéressés. Donc, c'est vrai qu'on a rajouté 2, 3, allez, 4 rapports maximum. Et après, on est revenu te voir et on... Mais j'ai quand même mon problème lié au chiffre d'affaires. Ok, mais moi, toi, j'ai un cahier des charges initial qui est je rajoute une colonne et je reçois ça. Je suis bien content. Bon, après, on n'a pas été parfait. C'est pas une science exacte. Ah oui, ça, je m'en rends compte, oui. On a eu des problèmes d'interopérabilité, des systèmes sources qui ont tardé à nous donner ces données, des problèmes de sourcing. Et puis là, la présentation de tes éditeurs, là, rajouter les fonctions bêta, merci, mais... Ouais, mais eux, on les a pas payés. Bref, on dérape de 30% sur le projet. Ok, ça c'est rude. D'autant plus rude, en fait, que dès qu'on arrive à la phase de test, bah, les tests unitaires, on les a passés rapidement. Il y avait un délai à tenir, il y avait les 6 mois à tenir. Donc hop, on livre en vitesse. Bon, première livraison non recevable, donc on doit livrer plusieurs fois. Forcément, on a livré en retard, la MOA est plus disponible pour faire la recette. Enfin bref, ça devient un peu la catastrophe. Résultat. Résultat, 6 mois d'attente. On récupère le produit et le produit ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires n'est toujours pas bon par rapport à l'entité d'appartenance. En revanche, j'avoue, les 2 chiffres d'affaires, entité juridique, entité commerciale, ça fonctionne, sauf que c'est pas ce que je voulais. Et ça, c'est pas bon du tout. Comment je fais? C'est une bonne question. Bah écoute, allez, qu'est-ce que tu proposes? Oh, écoute, moi, c'est très simple. Je te propose ce qu'on appelle de la mise en flux. À savoir, j'ai des besoins qui arrivent régulièrement de la part de mes utilisateurs. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que le produit vit. Et je dis, bon, bah, pourquoi pas livrer régulièrement, je te fournis mes besoins, et régulièrement, à des rythmes réguliers, toi, tu vas me livrer un produit. Pas mal, ça. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait maintenant, sauf que là, on n'est pas 6 mois, on est allé 1 mois. Et, comme je suis gentil, on va faire en sorte que, quand on va prioriser, ça puisse tenir pour tes équipes. On ne va pas les surcharger. Écoute, sur le principe, on va creuser. Je vais mener des ateliers, ok? Oh, écoute, je pense que c'est plutôt une bonne idée. On arriverait à combien de semaines environ? De 1 mois, ça te semble cohérent? Je sais pas, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on investigue le sujet. Oui, bah écoute, ce que je te propose 7 semaines. Est-ce que ça te va? Je peux pas te répondre comme ça, il faut que je creuse, quoi. Je sais pas, est-ce que t'as pas... Tu veux que je creuse? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a besoin de creuser? 7 semaines? C'est cohérent. Non, mais qu'est-ce qui te fait te dire qu'aujourd'hui, ça, c'est une bonne solution? Bah, j'ai un retour rapide de mes utilisateurs. J'arrive à fonctionner. J'ai diminué mon délai. Non, mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir, moi, je suis pas là pour initier des nouvelles tentatives et tout ça. Et ça se fait ailleurs, ce truc-là, ou pas?
Écoute, oui, ça se fait ailleurs, bien sûr. Sinon, je ne te dirais pas que c'est faisable. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, une banque. Cette banque avait un cycle de livraison qui était aux alentours de 8 mois. Donc Comme nous. Enfin, nous, on est plus rapide. Ouais, oui, c'est vrai. Mais c'était pour des risques opérationnels. Et le SID donc, était plutôt pas flexible, mais ça avançait pas. Ils ont réussi à passer de 8 mois à 1 mois. Donc, c'est faisable. Donc, plutôt que de réfléchir, jeune homme, agit. Ah, mais ça, c'est un exemple. C'est l'exception qui confirme la règle. Non, j'ai un deuxième exemple. J'en ai plein d'ailleurs, je t'en citais qu'un deuxième. Une assurance sur du marketing, stratégique. Bon, ne dis pas comme vous, laisse-moi finir ma phrase avant. Les utilisateurs ont du mal à spécifier l'exhaustivité des besoins. 2 échecs projets. Ils ont décidé de passer d'un délai de 6 mois à 1 mois sur les livraisons, à 2 semaines, après plusieurs itérations. Et en 3 mois, ils ont sorti le produit avec satisfaction des utilisateurs à la clé. Et en prime, les utilisateurs commencent à retrouver la confiance dans leur DSI. Ok, franchement, là, si des assureurs peuvent le faire, si des banquiers peuvent le faire, franchement, pourquoi pas moi? Écoute, ok, je refais mes calculs, hop, 3 mois sur les devs, 3-4 mois de test. Ok, cette semaine, ça doit être possible. Attends, refais ça moi doucement. Tu as dit 3-4 mois de test et cette semaine, c'est possible? 3 semaines de dev, 3 semaines, 3-4 semaines de test. 3-4 semaines de test. Ouais. 3-4 semaines de test. On rajoute une colonne et tu me fais 3 semaines de test. Vous testez comment? Tester la colonne en tant que telle, c'est rien, c'est 2 jours. Eh ben voilà, on s'arrête là. Donc en fait, c'est pas si simple. Moi, j'ai 10 gars qui font de la non-règle. tu as 10 tous gars les pour jours. tester une colonne. Explique-moi pourquoi tu as besoin d'une armée mexicaine. Je vais t'expliquer. Alors, il y a un vrai problème aujourd'hui dans les systèmes d'information décisionnelle autour de la politique de test. Alors, d'où vient le problème, en fait? Le problème, c'est que si je rajoute une colonne, c'est-à-dire que si je vais chercher une colonne dans mon système opérationnel, je vais devoir passer par l'ensemble des couches. Je vais devoir la collecter, potentiellement commencer à l'intégrer. Ensuite, je vais devoir la consolider avec un ensemble d'autres informations. Ensuite, il faut que je la charge dans ce data warehouse. Donc, j'ai cette opération de chargement, cette opération de rapprochement. Puis, il faut qu'elle ressorte vers X data mart. Donc là, j'ai potentiellement X flux croisés qui vont repartir. Et enfin, il faut que je la présente, donc que je la mette dans un rapport. Tout ça fait qu'aujourd'hui, dès qu'on commence à enrichir un système décisionnel, c'est extrêmement coûteux. En termes de non-régression, c'est extrêmement coûteux. Et les tests, la politique de test dans le décisionnel aujourd'hui, c'est manuel et c'est mal documenté. Alors, c'est quoi les solutions? Les solutions, elles existent dans le système opérationnel. Aujourd'hui, il y a des projets dans les SEO qui choisissent d'automatiser leurs tests. Et c'est là que réside la solution. Ça va nous permettre de nous soulager de ces tests qui nous prennent tant de temps. Alors, automatiser les tests, c'est bien gentil. Est-ce que c'est possible partout? Au niveau du SEO, c'est compliqué. Il va falloir se synchroniser. Sur une IHM, c'est pas toujours évident. Par contre, au centre du système, le fait de les automatiser, on peut véritablement attendre un gain de tout ça. Aujourd'hui, donc, on a des solutions qui existent, que ce soit des tests unitaires jusqu'aux tests d'interopérabilité les plus poussés. Vous avez des exemples de solutions qui fonctionnent, comme Green Paper, Fitness et autres. Donc, il n'y a plus qu'à les utiliser. Et si on les utilise, tu me les fais à combien? Attends, je repasse tout ça à ma moulinette. Donc, j'ai 3 semaines de dev. Hop. Là, je me dis que 4 semaines, c'est jouable. 1 semaine de test, je le sens bien. Bon, là, t'es content, là? 4 semaines. Attends, on va récapituler. On passe de 6 mois à 7 semaines. 7 semaines, on a priorisé. On est sûr d'avoir le problème de la colonne dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, tu mets des tests automatisés, donc a priori, le produit est correct. Et tu me le fais en 4 semaines. Et je te dis, non, je ne veux pas 4 semaines. Je voudrais 4 semaines sur certaines demandes, celles que je ne sais pas traiter. Mais je pense qu'il y a des demandes, comme je faisais avant, sous Excel, que je peux traiter sans passer par la DSI. OK. Là, faites à être Père Noël et on en reparle. Alors l'objet, c'est peut-être pas de tester si le Père Noël existe ou pas, c'est plutôt d'aller vers, je dirais, plus d'autonomie pour l'utilisateur. C'est quoi le problème aujourd'hui? Pourquoi l'utilisateur n'est pas autonome? Parce que quand je vous parlais du data mart, ces data mart, ils sont construits, ils sont conçus avec les utilisateurs, ils sont orientés pour répondre à un besoin. C'est-à-dire qu'on va positionner des indicateurs, on va positionner des axes d'analyse. Et quelque part, on ferme un petit peu
les possibilités d'exploration, les possibilités d'analyse aux utilisateurs. Et dès qu'un utilisateur va se dire, bah, tiens, je voudrais croiser, rajouter un autre axe ou croiser deux axes, on est confronté à ce qu'on appelle en base de données à un produit cartésien. Donc il faut sortir en fait de cette limite. Alors comment? Aujourd'hui, il y a des solutions technologiques. Ces solutions technologiques, c'est des modes de stockage, c'est des formes d'indexation qui fonctionnent en corrélation, qui fonctionnent de façon associative, qui permettent de regrouper les données, qui sont centrées sur la donnée. En utilisant ce type de technologie, sur un périmètre de données que vous avez fixé, vous allez pouvoir faire des analyses dans tous les sens. Vraiment, véritablement de façon infinie à partir du moment où vous avez un périmètre de données défini. C'est ça qu'apportent ces outils. Alors ces solutions, en fait, vous les connaissez. Enfin, je pense que vous en avez entendu parler. On parle de ClickView, on parle de Spotfire, on parle d'Illuminate, on parle d'outils in-memory. C'est ces outils aujourd'hui qui apportent ce type de solution. Et c'est véritablement une vraie valeur ajoutée pour tous les travaux d'analyse qui sont à mener. Sachant que moi, j'ai déjà entendu parler de ces outils par des collègues. Et dans une banque, toujours une banque, un collègue utilisateur m'a dit que 90% des demandes ne passaient plus par la DSI. Et ça, c'est une super nouvelle pour moi. Je vais quand même tempérer un petit peu ce discours. Ce qu'on dit, c'est pas que voilà, la DSI n'aura plus aucun rôle. Il y a quand même une première étape qui est de constituer l'espace de données sur lequel on va plugger ces outils. Donc ça ne remet pas en cause potentiellement l'architecture de Data Warehouse. Ça ne remet pas en cause ce build qui est nécessaire. Par contre, sur les phases de run, finalement, il n'y aura que à rajouter les données qui n'ont pas encore été identifiées. Mais toutes les contraintes qu'on s'est posées sur le système de restitution vont disparaître. Donc c'est véritablement là-dessus qu'on va essayer de construire une nouvelle forme de collaboration avec la DSI. Et je pense qu'il y a plein d'opportunités qui sont associées à cette nouvelle collaboration. Ça m'interpelle. Une nouvelle forme de collaboration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se faire des bisous? C'est quoi le message? Alors, je vais vous introduire un peu plus un concept sur la BI collaborative. Alors, la BI collaborative, on se rattache forcément aux outils Web 2.0. Je vais l'attaquer sur un sujet qui est bien différent. Je vais revenir à la CNET. Qu'est-ce qu'on disait dans la CNET en conclusion? C'est qu'on avait 3 chiffres d'affaires. En gros, on a 3 data marts qui vont nous présenter le même chiffre. Et ils sont potentiellement tous faux. Donc voilà, de chacun de leur côté, en fait, ils essaient d'identifier le problème. Et puis on a le gars de contact qui est un peu plus futé que les deux autres, et il se dit « Ah tiens, ça y est, j'ai trouvé d'où ça venait ». Et donc, il va corriger la donnée à son niveau. C'est pas très malin pour les autres. Et quelque part, ça va en opposition avec un concept de la qualité de données qui dit qu'il faut adresser le problème à sa source. Alors la source au niveau du SID, pour ne pas faire d'ingérence au niveau du SEO, c'est au niveau des collecteurs. Donc quelque part, il faudrait ouvrir ces collecteurs. Il faudrait donner la possibilité aux utilisateurs de faire des corrections, d'enrichir les données, d'appliquer des règles de gestion. Et c'est avec ça, justement, qu'on pourra profiter du travail qui est réalisé à ce niveau-là. Mais alors, c'est comment? Comment? Aujourd'hui, en fait, il y a déjà des solutions qui existent. Pas vraiment dans le monde de la business intelligence, mais très liées, en fait, à ce qu'on appelle un collecteur. C'est quoi un collecteur? La plupart du temps, c'est un ETL. Associé à un ETL, vous avez des outils de qualité de données. Les outils de qualité de données, ça offre en fait des IHM qui sont vraiment destinés à ce type de population et qui vont permettre de réaliser ces opérations. Aujourd'hui, ces outils ils sont utilisés dans le cadre de migration de données, dans le cadre de problèmes de qualité de données, donc c'est plutôt du one-shot. Là, l'intérêt, ce serait, quelque part, de les rendre pérennes au sein du SID, au niveau du collecteur. Les outils, pareil, il n'y a aucun miracle. On revient sur le même type de gamme, Informatica avec la suite de Data Quality, et même l'ETL de Data Integrator de Business Object va permettre ce type d'opération. Donc on va résumer. Vous êtes témoin de ce qu'il m'a dit, et Dieu m'en est témoin également. On est parti sur une livraison à 6 mois, avec quelque chose qui à la fin ne marchait pas. On est passé à 7 semaines, on est arrivé à 4 semaines avec des tests automatisés, donc avec de la qualité. Et en plus, je peux faire des nouvelles fonctionnalités, moi, dans mon coin, avec mes utilisateurs, et on a la possibilité de modifier les données quand elles sont fausses. Ouais. Tu peux signer quelque part, ça? Je peux signer, et je dirais même que ça me permet, en synthèse, de vous exprimer ce que j'estime être la Business Intelligence 2.0. C'est 2 changements de paradigme. Le premier, c'est donner à l'utilisateur un véritable rôle au sein du SID. Il faut qu'il participe.
Et il participe en levant deux contraintes. Enfin, en apportant deux choses. C'est le responsabiliser. Et là, on parle de collaboration, on parle de contribution. Le deuxième, c'est lui donner plus d'autonomie. Et quand on parle d'autonomie, ça revient à apporter de nouveaux aspects technologiques qui vont lui permettre d'atteindre cette autonomie. Ça, c'est le premier. En deuxième, c'est rendre le SID plus flexible. C'est rendre le SID plus agile à partir du moment où on arrive à le mettre en flux. Donc ça, on revient sur le gain qu'on peut avoir entre une release de 8 mois à 1 mois. Donc c'est vraiment en utilisant ces deux paradigmes que vous allez pouvoir vous projeter dans la Business Intelligence 2.0. Merci. Merci Joseph, merci Hervé. Alors, est-ce que nous avons quelques questions dans l'assistance? Oui, on a parlé de qualité de données. Donc, si on met ça en place, on aura des données de meilleure qualité dans les systèmes décisionnels. Donc, la tentation va être forte des systèmes opérationnels de vouloir récupérer ces données. Enfin, quelle est votre position en la matière? Alors, ma position, c'est que, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le principe, c'est de traiter un problème de qualité à sa source. Donc, idéalement, en fait, les outils de qualité de données, je ne veux pas les voir dans le décisionnel. J'aimerais qu'on les prenne dans l'opérationnel. Alors là, il y a une éducation, on va m'expliquer que c'est compliqué, que c'est du transactionnel et tout ça. C'est là qu'il devrait être. Après, je pense que l'école qui dit séparation définitive entre le SID et le SEO, c'est deux écoles différentes, c'est deux choses qui ne doivent pas se parler, moi, je n'en vois pas l'intérêt. Je suis pour, en fait, qu'on redistribue l'information. Tout ce qu'on peut faire, je dirais, tout l'apport qu'on va apporter à certaines données, autant qu'on en fasse profiter toute l'entreprise. Donc il faut ouvrir les vannes, il faut casser, je dirais, l'image du SID qui est réservée à des statisticiens, mais il faut essayer d'utiliser la valeur ajoutée qu'on lui apporte. Sur la première ligne, il y a écrit « donner à l'utilisateur ». Un véritable rôle. Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas un utilisateur, mais des utilisateurs, et que dès que je leur donne la possibilité de jouer avec les données, de faire des requêtes, ils trouvent tous des résultats différents. Parce qu'ils utilisent tous les données d'une manière différente, et selon moi, toujours mauvaise, bien sûr. Comment faire? J'ai pas de solution. Je pense qu'il faut bien distinguer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut bien distinguer plusieurs typologies d'utilisateurs. Quand je parle d'ouvrir, de rendre des utilisateurs plus autonomes, je ne sais pas si dans un premier temps, il faut le faire pour tout le monde. C'est peut-être sur une population d'analystes, sur une population de statisticiens qui a, je dirais, un meilleur feeling avec la donnée qu'il faut y aller dans un premier temps. Le fait qu'on l'ouvre à l'ensemble des personnes qui ont accès à du reporting opérationnel sur BO, je ne pense pas que ça soit le bon premier pas. Si on doit faire un premier pas, concentrez-vous sur la population d'analystes. Encore une question? Ah oui. Je voudrais revenir sur le premier axe d'enfonctionnement qui est donc des besoins non maîtrisés. Ce qui est un petit peu compréhensible vis-à-vis des directions métiers, étant donné que la problématique décisionnelle répond à la problématique de pilotage qui n'est pas toujours claire. Et pour cela, donc, qu'est-ce que fait les maîtrises d'ouvrage? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont définir de façon très large leurs besoins. Et on se retrouve devant pratiquement des usines énormes. Et qu'on a des macro-projets qu'on n'arrive pas à satisfaire côté DSI. Est-ce que vous avez éventuellement des conseils dans ce domaine? On est revenu dessus dans la présentation, c'est ce que j'appelle la mise en flux. C'est-à-dire, il faut y aller en fait, c'est les méthodes agiles, c'est essayer de se dire, c'est quoi il y a au moins des choses où on est sûr, et on commence par ça et puis on y va. Donc c'est vraiment passer où on va construire un data warehouse en 6 mois, 9 mois. Non, c'est se dire, premier mois, je vais livrer quelque chose où là, on est sûr. Et puis, du fait que les utilisateurs vont avoir accès à ces premiers retours, ils vont se dire, ah ouais, c'est pas mal, ok, alors, moi, ce que je veux, c'est ça. Et ça va leur donner des idées, ça va leur permettre de clarifier. Donc c'est vraiment en y allant petit pas par petit pas, en utilisant des méthodes, une mise en flux, qu'on va arriver, je dirais, à éclaircir un petit peu le besoin du décisionnel. Et moi, je l'ai vu réaliser. L'utilisation des méthodes agiles dans un data warehouse, je l'ai vu utiliser. Et ça a vraiment permis de sortir d'une ornière de projets qui n'aboutissaient pas, de projets qui dérivaient et où la satisfaction utilisateur était catastrophique. Et le fait de dire, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas trop,
la MOA était partie du... Je n'arrive pas, je ne comprends pas leurs besoins, je ne sais pas quoi faire. Et c'est vraiment en leur disant, OK, de quoi vous êtes sûr aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut prioriser? Et en construisant petit à petit, en leur montrant ce que ça donne, eux se sont dit, tiens, on va corriger, non, c'est comme ça, hop. Le fait d'être ultra itératif, du fait de la mise en flux, ça a permis de véritablement, je dirais, s'orienter plus fortement vers cette satisfaction utilisateur. Bon, il va falloir, excusez-moi, il va falloir qu'on s'arrête là. Vas-y, oui. Ouais, sachant que la complexité cachée va être la priorisation à ce niveau-là. Voilà. Donc il va falloir travailler et les apprendre et éduquer en fait nos utilisateurs justement à réussir à prioriser. Ça veut dire quoi prioriser? Ok, il va falloir qu'on s'arrête là, excusez-moi, mais voilà, on doit terminer le track. Merci beaucoup.